Quand on aborde la gastronomie, tout est pluralité. Dans une recette, plusieurs ingrédients. Pour les achats, plusieurs commerçants. Dans l'assiette, plusieurs aliments. Alors oui, j'ai voulu définir ce podcast Passion sans modération comme une rencontre entre plusieurs personnalités de la sphère food. Une vraie tablée souriante grâce à laquelle vous passerez, je l'espère, un très bon moment. Le dénominateur commun, ce sont des convictions et une passion dévorante de mes invités pour le métier qu'ils incarnent sans modération. J'anime, ils s'expriment, elles racontent, vous écoutez et nous partageons une table, ensemble. Au menu de l'émission, une conversation 3 étoiles, des interviews aux petits oignons, des confidences épicées. Oui, un podcast vitaminé comme moi. Mais qui suis-je ? Qui est donc derrière le micro ? Je m'appelle Virginie Legrand, je suis chef à domicile depuis 8 ans et je foisonne de créations nouvelles et audacieuses. Et si, aujourd'hui, ensemble, on laissait caraméliser des cuillères entières d'énergie positive ? Allez, venez avec moi dans les coulisses de la foodosphère. On va se régaler ensemble. Bienvenue dans le 11e épisode de mon podcast que j'ai voulu convivial et parfaitement authentique, étant entouré de personnalités passionnées et passionnantes. Pour tous mes invités, le fait maison est une valeur prioritaire, à moi de mettre en lumière leurs initiatives et à eux d'éclairer leurs belles ambitions. Aujourd'hui, je reçois à ma table 3 individualités riches d'intérêts. Estelle Forte, fondatrice de la marque La Route des Indes, un comptoir d'épices fort en goût et en odeur, installé dans le magasin Lafayette Gourmet, si convoité par les gastronomes. Bonjour Estelle. Bonjour. Alexia Chassagne, présidente vitaminée de la société Juste Pressé, une marque engagée au plus près de la nature. Bonjour Alexia. Bonjour Virginie. Alain-Christian Priseau, restaurateur hyperactif, chef de cuisine, consultant culinaire et sommelier qui ne manque pas d'élégance. Bonjour Alain-Christian. Bonjour Virginie. Je pressens que l'échange va être pétillant, effervescent et très poivré. On y va. Estelle, depuis quand es-tu passionnée par les épices ? Depuis toujours. C'est-à-dire depuis toujours, parce que tu es jeune. Oui. Depuis 35 ans. Qu'est-ce qui t'a fait venir aux épices ? Alors, aux épices, déjà, j'ai fait des études d'histoire, donc j'ai pas mal étudié le Moyen-Âge avec les différentes routes commerciales. Et après, j'ai rencontré mon mari qui était épicier. Donc, on s'est rencontrés depuis qu'on est tout petit, on se connaît, mais on est devenus intimes et après, on s'est mis tous les deux dans le commerce et on a développé en fait notre activité. Quand tu dis épicier, parce que maintenant, c'est un petit peu galvaudé ce terme-là, le premier sens d'épicier, c'est quoi ? Alors, donc, on source nos épices, les différentes épices, des épices brutes, et après, on les travaille aussi, on les mélange, donc on les sélectionne, et après, on fait nos recettes pour des viandes, pour des poissons, pour des légumes. Et donc les épices, donc elles sont à la fois brutes et à la fois mélangées, parce que par exemple le colombo, par exemple, le tandoori, tout ça, c'est comment ça se passe en fait le mélange ? Alors sur des épices comme le colombo, le tandoori, on prend des épices qui ont déjà été mélangées. Et en revanche, on fait certaines recettes, comme pour le biryani, c'est notre propre biryani. Qu'est-ce que c'est le biryani ? Dis-nous. Le biryani, en fait, c'est un mélange mauricien ou indien et qui est assez relevé pour du riz, les plats de fête avec de la viande, du riz. Et ça, c'est nous qui le composons parce qu'on aime reproduire les goûts qu'on aime travailler, quoi, enfin. Et les poivres et les sels, comment tu les sélectionnes ? Alors, parce qu'il y en a une sacrée variété quand même. Oui, alors les poivres, on les goûte déjà. On les goûte, il faut qu'ils soient à bonne maturité, sans poussière. On les sélectionne d'après leur terroir, donc on peut avoir des très bons poivres de partout. Donc voilà, là en ce moment on parle beaucoup du poivre du Campote parce que c'est un très bon poivre et parce que il y a des producteurs qui le font connaître,
Mais il peut y avoir des très bons poivres en Côte d'Ivoire aussi, moins connus, mais qui sont magnifiques. Voilà, et chaque continent, finalement, a son propre poivre. Et nous, à nous de les faire connaître, de les aimer déjà, déjà de les aimer. Et après, quand on aime un produit, on aime le faire découvrir. Donc ça veut dire que vous, à la maison, vous testez... Ah oui, on cuisine beaucoup. Ouais. D'ailleurs, les épices, quand je parlais des épices depuis toujours, moi, j'ai ma grand-mère qui a tenu une auberge, mon arrière-grand-mère aussi. Et toujours, en fait, on était dans le milieu de la cuisine, donc de la cuisine familiale, parce que c'était à l'époque des auberges où on recevait des pensionnaires, voilà. Mais ma grand-mère cuisinait avec les fonds, où elle faisait ses propres fonds, elle faisait ses bouillons, elle faisait la vraie cuisine traditionnelle. Et donc, les épices, c'était pas encore trop les épices, mais c'était les aromates, les herbes, un petit peu le poivre, mais c'était pas forcément les épices, mais c'était tout ce qui servait à agrémenter un plat. Et après, les épices, ça arrivait petit à petit avec l'évolution, parce qu'on aimait la cuisine, quoi. Oui, Alexia, tu lèves la main, comme à l'école. J'ai une question pour toi. Pour les nouveaux poivres, par exemple, dont tu parlais, est-ce que vous travaillez avec des chefs pour peut-être proposer des recettes parce que moi, j'adore cuisiner, mais si tu me donnes un nouveau poivre dont je n'ai jamais entendu parler, il va me falloir un peu d'inspiration, entre guillemets, pour pouvoir l'acheter. Alors en fait, oui, ce qui nous aide beaucoup justement, c'est le travail des chefs, parce que c'est eux qui font connaître le produit. Un exemple de chef, alors ça sera pas sur les poivres, ça sera sur une autre épice, c'est Ottolenghi. Nous, on vend du sumac depuis 30 ans, du zaatar depuis 30 ans. On le faisait connaître à nos clients qui après le rachetaient, mais c'était confidentiel en fait. Et là, Ottolenghi, il a vraiment révélé le sumac, le zaatar, mais après les pinvinettes, plein de choses. Et donc voilà, oui, c'est vrai que les chefs nous aident beaucoup. Après nous, en tant que la Route des Indes, on travaille pas. C'est ce que je disais avec Virginie, on travaille pas beaucoup avec des chefs étoilés, etc. Parce que je pense qu'ils ont leur propre réseau et qui travaillent avec des gens qui sont un peu plus pas dans l'industrie, mais dans la grande distribution, parce que nous, on est... Oui, dans l'agroalimentaire. Voilà, dans l'agroalimentaire. Mais j'ai perdu le fil, du coup. Les chefs étoilés, tu voulais pas forcément travailler avec les chefs. Donc, on ne travaille pas forcément avec eux, mais ils nous aident au quotidien quand ils créent des recettes. Voilà. Okay. Très bien. Alain, alors je pense tout de suite, tu m'as offert un poivre, il n'y a pas très longtemps. De quel poivre s'agit-il ? Alors, le poivre de Penja. Ah ouais. Donc, il vient du Cameroun. Est-ce que vous en travaillez aussi ? Oui. Et vous l'avez offert à Virginie sur le poivre blanc ? Poivre blanc, exactement. Ouais, voilà. Ouais. Bah, c'est le meilleur poivre blanc au monde, je pense, le poivre du Penja, ouais. Exactement. Ouais. Donc, toi, tu le cuisines beaucoup. Pourquoi ? Parce que tu es chef de cuisine. Je le cuisine beaucoup parce que ça relève un peu mes viandes. C'est un poivre que je mets un peu partout, mais surtout avec les viandes grillées. Au dernier moment, du coup ? Au dernier moment. Vraiment, au dernier moment, je passe sur les viandes et ça relève un peu, ça donne du peps, au fait. Ouais, exactement. C'est très subtil, mais ça a du caractère. Ah, carrément, oui. Ouais. Comme toi. Exactement. Alors, du coup, Alain Christian, qu'est-ce que je dois dire ? Alain Christian. Pourquoi et comment t'es-tu dirigé vers le métier de chef de cuisine ? Alors, je ne peux pas dire un accident, mais c'est ma grand-mère. Au Cameroun, on a cette faculté, quand on se lève le matin, on se douche, on va se promener quand on est tout petit, et à midi, on doit rentrer. Et quand on rentre, c'est l'heure de manger, surtout. Et quand on arrive, ça sent bon, ça sent les épices, ça sent, c'est gourmand. Et à chaque fois que je rentrais, je me disais, mais comment elle fait ? Elle a embaumé toute la pièce. Comment s'appelle ta grand-mère ? Ma grand-mère, ma feu grand-mère, si je peux dire aujourd'hui, s'appelle Mademi, de son nom, qui est la maman d'une grosse pointure de la chanson camerounaise. Donc Grâce Deka, Ben Deka, et voilà, j'en passe. Parce que c'est ma pub, hein, c'est pas la leur. Et donc, je me disais, mais comment elle fait ça ? Elle arrivait à remplir toute une table. Elle avait cuisiné 2 jours ou quoi. Donc, cette passion, cette envie qu'elle avait, cette passion m'a poussé à me retrouver dans la cuisine.
Et du coup, quelles sont tes différentes expériences en restauration depuis tout ce temps? Parce que tu as commencé à quel âge? Alors, pour dire, j'ai commencé à 15 ans. J'ai commencé à 15 ans, c'est quand j'arrive justement en France. Et j'ai commencé, je peux vous le dire, chez l'une de mes tantes à Villeneuve-la-Garenne, où je faisais des friands. Elle s'est rendue compte que j'avais une main vraiment de chef. Donc je faisais des friands pour les réunions qu'elle avait, etc. C'est là où je me retrouve propulsé au lycée Les Côtes de Villebon, où je fais la majeure partie de mon temps et je me forme dans la cuisine. Et j'ai mes diplômes. Et je me retrouve donc en Corse, je me retrouve à la Tour d'Argent, je me retrouve au Meurice, je me retrouve à l'Expadon. Ah oui, des petites adresses, ça. Voilà, exactement. Voilà. Et aujourd'hui, à mon propre compte, voilà. Ok, très bien. Alexia, parce que là, on est là pour partager toutes nos expériences autour d'une passion commune. Donc, quelle est la genèse de la marque Juste Pressé ? Explique-nous. Alors, ça s'appelle la crise de la quarantaine. Donc la crise de la quarantaine, c'est le moment où normalement tu réalises que tout ce que tu as fait avant, c'était définitivement pas ce vers quoi tu aspirais. Donc moi, j'ai eu une grosse crise de la quarantaine et j'ai eu envie de redonner du sens à mon métier de marketing. Et comme je suis assez croyante, j'ai fait confiance dans le Seigneur pour qu'on me donne un signe. Et donc, il a mis sur ma route deux gars qui étaient des anciens collègues qui voulaient démocratiser les jus en haute pression à froid en France. Et donc, ils m'ont demandé de créer une marque, puisque c'était mon métier. Donc, j'ai créé la marque Juste Pressé, parce que je trouvais que ça avait du sens par rapport à ce que signifiait, enfin, à ce qu'étaient ces jus, c'est-à-dire que finalement, c'est des jus qui sont seulement pressés et qui conservent toutes les qualités d'un jus frais, d'un jus que tu pourrais faire à la maison. Et puis, ils ont planté leur boîte et moi, dans un espèce de sursaut complètement inconscient. De sauveur, peut-être. Ouais, c'est ça. Je pense que je me suis pris pour Wonder Woman. J'ai sauté la falaise et puis j'ai racheté cette boîte au tribunal il y a 5 ans et demi. Et depuis, je la développe avec une associée, une autre femme, avec cette idée qu'on essaye de faire les choses dans le bon sens et de façon juste. Voilà. Et du coup, quels sont tes clients ? Alors, nous, on a des clients assez différents. On distribue en grande distribution parce qu'on a une vraie volonté de démocratiser le bien manger. C'est très important pour nous. Moi, j'ai découvert un monde de l'agroalimentaire qui n'était pas joli. Voilà. Y compris sur des jus de fruits que je pensais être des choses relativement simples. En réalité, c'est des produits qui sont extrêmement transformés. Donc en fait, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment de remettre au plus près de la nature pour tout le monde. Voilà. Donc on a une vocation de démocratisation et de dire il faut que ce soit accessible pour tous. Et c'est aussi pour ça qu'on a différents formats avec différents prix. Voilà, ce qui permet à chacun de trouver son choix. On distribue aussi dans des réseaux qu'on appelle de restauration hors foyer. Donc là, en exclusivité, je vais le dire, parce que le podcast sortira au moment où ce sera le cas. On va fournir les jus de fruits des petits déjeuners dans les hôtels Novotel et Sofitel. Super. Voilà, donc parce qu'il y a une qualité organoleptique qui est supérieure à ce qui existe aujourd'hui sur le marché et que ce qu'on appelle nous en blind test, c'est-à-dire que les chefs de chez Accor ont testé les jus sans voir ce qu'il y avait et ils ont choisi nos jus. Donc ça, c'est une grande fierté. Pas pour moi personnellement, parce que la fierté fait pas partie des choses qui m'habitent, mais en tout cas, c'est une fierté pour les gens qui font et qui travaillent ce produit-là, parce qu'être sélectionné par les chefs d'Accor, c'est chouette. Voilà, donc on essaye aussi d'aller dans des circuits qu'on appelle de restauration hors foyer, où les gens peuvent nous déguster dans un autre type de contexte. On a aussi un site internet. Et puis très bientôt, on va aussi faire des préventes sur des produits un peu plus typés, un peu sur l'idée de, c'est pas des épices là en l'occurrence qu'on va utiliser, mais c'est de la spiruline. Donc c'est une algue. Voilà, c'est une micro-algue
qui a de grands bénéfices nutritionnels. Et nous, on a la particularité de sélectionner très attentivement tous les ingrédients. Et donc là, on a sélectionné une spiruline qui est fabriquée en France, dans une ferme urbaine, à côté de Lille. Et voilà, qu'on va mélanger avec les bons ingrédients pour pouvoir offrir des bénéfices naturels et non pas que les gens avalent des compléments alimentaires dont on ne sait jamais vraiment ce qu'il y a dedans. Et du coup, la spiruline sera associée à quel fruit ? Alors, ça dépend On a 3 variétés. Donc, on a une variété pour les sportifs. Donc, c'est nous, ça, bien sûr. Voilà. Donc, on s'est adapté. On a fait une formule à base de bananes et de pommes parce que le sportif a aussi besoin de récupération. Donc, on s'est adapté un peu. On a une variété qui est plutôt bonne mine anti-âge. C'est nous aussi. C'est moi. 30 ans. Voilà, 30 ans. 30 ans. Crise de la trentaine, 30 tu ans, disais. Voilà. Donc là, on a mis plutôt du cassis et de la grenade. Okay. Voilà. Et puis, on a une dernière variété dans laquelle on a mis du concombre, justement parce que c'était plus pour pallier... Enfin, dans un régime alimentaire, en fait, les gens s'alimentent généralement peu. Et donc, il manque de protéines. Et la spiruline est une façon de compenser le manque de protéines. Et donc là, on a fait volontairement un jus à base de concombre et de citron qui est plus bas en calories pour pouvoir les accompagner. Voilà, donc on adapte les ingrédients aux bénéfices qu'on veut offrir. Et vous êtes en permanence dans la création, en fait. On est en permanence dans la création et d'ailleurs, c'est hyper intéressant parce que en fait, notre jus de pomme, il est utilisé par Pierre Gagnère. C'est vrai. Dans certaines de ses recettes. Petit chef aussi. Voilà. Et en fait, pareil, il l'a sélectionné sur le goût, quoi. Et je sais qu'il l'utilise dans certaines de ses recettes comme base parce que c'est un jus cru et que c'est un jus qui a un vrai goût de jus de pomme. Voilà. Alain, tu voulais poser une question à Alexia ? Je pense qu'elle a répondu à ma question. J'ai vu les jus quand je suis rentré. Je me suis posé la question, juste pressé. Donc, c'est le fruit même. Il n'y a pas de rajout de sucre, il n'y a rien du tout. Et je me demandais, est-ce que on pourrait utiliser dans la cuisine, dans un plat ? Et bon, je viens de comprendre. Non, mais tu peux. Alors, en fait, il n'y a aucun ajout. Vraiment aucun ajout. En fait, on utilise une technologie qui a été découverte par Pasteur, qui est de la haute pression. Donc, en fait, le jus est soumis à 6000 bars de pression. 6000 bars de pression, c'est à peu près la pression qu'exerce le poids d'un éléphant sur un petit pois. J'aime la comparaison. Et du coup, ça permet de détruire les bactéries, mais de conserver le reste du jus dans son état fraîchement pressé, dans son état cru. Okay. Donc, tu peux complètement l'utiliser. D'ailleurs, on essaye régulièrement de donner des petits tips de recettes. Et notamment, là, comme c'est la Chandeleur, on a donné un tips de recette pour faire des crêpes avec moins de farine et remplacé par du jus d'orange. Super. Ah, et super. vous êtes distribué un peu partout. Comment on fait pour vous avoir ? On adorerait. Non, on est distribué, ouais, on est tu nous trouveras dans les Monoprix. En région parisienne, en général, on nous trouve assez bien. Après, quand on va en région, c'est un peu plus compliqué parce que c'est quand même un tout petit peu plus cher qu'un jus pasteurisé. Alors justement, la gamme de prix, ouais. Tu peux nous le dire ? Alors, ça va de 2,50 € pour les petits formats à 4,50 € pour les formats familiaux. Donc, c'est vrai que c'est plus cher. les contenances pour les petits et grands formats. Alors, les petits formats, c'est du 250 millilitres. Donc, c'est normalement ce que vous buvez en une fois. Les grands formats, on est autour de 750 ml, enfin millilitres. Et on a des formats qui sont intermédiaires. Pourquoi ? Parce que ce sont des formats qui sont un petit peu plus... Enfin, des fruits, pardon, qui sont un peu plus particuliers. C'est les shots, hein ? Non, alors c'est les 500 millilitres. Ah, d'accord. Donc ceux-là, c'est ceux qui sont à base de, par exemple, de carottes. On a un mélange de carottes, pommes, gingembre. On a une betterave, pomme, gingembre. On a une orange grenade, du pamplemousse. Et ça, on sait que ce sont des jus qui sont généralement consommés par une seule personne dans le foyer. Et donc, comme on ne veut pas que les jus s'oxydent, on les fait en plus petit format. Comme ça, les gens, par exemple, un 500 millilitres de pamplemousse, en général, ça dure 2-3 jours maximum. Mais c'est le bon temps pour ne pas que le jus se réoxyde. Parce que dès que le bouchon est ouvert, l'oxygène rentre et ça retravaille. Puisqu'en fait, c'est un jus qui n'est pas mort. Contrairement à un jus qui a été pasteurisé, qui est mort, en fait, il n'y a plus rien à l'intérieur. Nous, c'est un jus qui est vivant.
D'ailleurs, si tu le laisses trop longtemps, si tu le laisses 24 heures en plein été sur ta fenêtre, il va ressembler au bonhomme Michelin, tu vois. Il va gonfler parce que la vie reprend dans le jus, en fait. Et donc, le format des petits shots, parce que j'ai eu la chance de les déguster. Alors ça, les petits shots, c'est du 60 millilitres. Et ça, c'est un peu comme dans l'idée de la gamme de spiruline qu'on fait. Nous, on pense que la nature, elle offre tout ce qu'il y a de bon pour pouvoir nous nourrir correctement. Voilà. On pense que c'est pas la peine de faire appel à du complément alimentaire, à des choses comme ça. Et donc, ce qu'on essaye de faire, c'est d'offrir aux consommateurs en fait, des produits qui sont élaborés pour leur apporter le bénéfice d'un complément alimentaire, mais de façon complètement naturelle. Donc, on a 4 shots. On en a un au gingembre avec beaucoup de gingembre. Ah, il est puissant, celui-là. Il est puissant. C'est bien, ça. Ouais. C'est un petit shot de 60 millilitres. Il y a 15 millilitres de jus de gingembre frais, pas cuit. Il envoie. Ça, je te jure que ça envoie du pâté. On en a un qui est curcuma et poivre. On en a un autre, vitamine C et vitamine D. Et c'est pareil, on travaille le mélange. Par exemple, vitamine C, on a, pour pouvoir obtenir de la vitamine C, on a de l'acérola qui est très riche. On a du pamplemousse. Donc voilà, on sélectionne aussi les fruits qui vont donner le bon bénéfice aux consommateurs, quoi. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de dire la nature nous offre ce qu'il y a de meilleur. Et après, à nous, exploitons-la. Voilà, à nous de faire en sorte, de façon très simple, c'est-à-dire qu'on a un process qui est vraiment très court, parce que nous, on ne veut pas rentrer dans des process d'industrialisation trop élaborés. Et d'ailleurs, nous, contrairement à tous les jus pasteurisés, nous, on approvisionne des fruits et on n'approvisionne pas des jus déjà pressés. Voilà. Nous, on achète des fruits, en fait, toute l'année. Et vous avez combien de recettes, à peu près ? Là, aujourd'hui, on en a 15. On a une quinzaine de recettes. Et là, on va sortir le fameux ACE, là, qui est de l'orange, de la carotte et du citron. Celui avec le concombre, que tu as goûté. Très bien. Et on va sortir 3 à la spiruline. D'accord. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Alexia. Alors, la transition est très vite faite. Si on parle de fruits, on va parler de raisins. Alain Christian, pourquoi as-tu décidé de te spécialiser en sommellerie ? Alors, on ne le voit pas, mais il a une jolie broche en forme de grappe de raisin. Tu nous expliques ce que c'est ? Alors, c'est représentatif de la sommellerie exactement. Je dis toujours, dans notre métier, on dit, il est plus facile qu'un cuisinier devient un sommelier qu'un sommelier devient un cuisinier. Donc, c'est vrai que je me suis dit, en voyant mes plats revenir en cuisine, tout le temps, je disais, mais c'est quoi ce bordel ? Pourquoi à chaque fois ça revient ? Donc je suis allé voir le maître d'hôtel une fois, quand j'étais en stage, je demandais, mais pourquoi les assiettes reviennent tout le temps ? Ils n'ont pas assez faim, oui, mais c'était très bon. Alors je me posais la question, j'ai commencé à travailler à l'Ardois dans le 15e, c'était la même chose. Donc je me suis rapproché, je me suis dit, il y a un souci. Et un souci, c'est là où je me suis rendu compte que mais le serveur, parfois, ne fait pas son travail. C'est-à-dire, quand un client arrive, il dit « je veux une côte de bœuf », on lui donne sa côte de bœuf, et il va dire « je veux prendre un Saumur avec ma côte de bœuf », on va lui donner son vin. Saumur, un vin de Loire, on va lui donner son vin, mais sans tout à fait pallier l'alliance mets et vin. Et donc, du coup, le plat va prendre le dessus sur le vin, dont l'accord sera brisé tout de suite. D'où, parfois, on a plus de poivre en bouche qu'autre chose, donc on arrête parce que c'est lourd. Soit on a plus d'alcool, on arrête parce qu'on n'en peut plus, on est déjà bourré. Donc, il faut l'harmonie. Alors, je me suis dit, pour pallier à ça, je vais devenir sommelier et moi-même, je vais m'en occuper. Et voilà. Donc, c'est quoi exactement la sommellerie ? La sommellerie, c'est... Il faut dire que c'est d'abord... Alors, il y en a qui vont dire que c'est un peu un métier de piccolo. Parce qu'il faut goûter quand même. Oui, mais il faut recracher. Parfois pas à l'intérieur, mais il faut recracher. D'où vous voyez des crachoirs, vous voyez du pain, vous voyez... il y a une petite collation aussi qui se fait après. La sommellerie, c'est d'abord un métier... c'est comme tout un métier de passion. Un métier, franchement, de culture. Parce qu'aujourd'hui, en France, la culture française, c'est le vin.
On parle aussi de la gastronomie, bien sûr. Mais le vin, c'est la chevaux ouvrière d'un restaurant. Vous pouvez vendre un plat à 30 € et un vin à 100 €. Donc, vous voyez tout de suite que vous avez un bénéfice énorme. Dans ces métiers de passion, si moi je l'ai accepté, c'est parce que j'avais ce côté... Déjà, ça m'impressionnait. Le monsieur qui fermait les yeux et qui vous disait les cépages et qui vous disait comment est le vin, il vient de telle colline. Avec une précision. Précision, aiguisée, mais ouais. Les vignes sont taillées en coteaux, je sais pas. Et je me suis dit, je vais faire ce métier, ça m'intéresse. Et puis, c'est aussi un métier d'élégance. Ne pas oublier aussi, c'est surtout, les sommeliers sont les ambassadeurs de ceux qu'on ne voit pas. C'est un peu comme un chef d'orchestre. Derrière, il y a tout un orchestre, mais on ne voit pas ce qui se passe au fond. Donc, c'est aussi les ambassadeurs de ces vignerons, des maîtres des chais, des viticulteurs, tous ceux qui travaillent derrière, qu'on ne voit pas. Très dur. Donc, ce n'est pas un métier de beuverie, c'est tout un métier. Ah oui. Voilà. Donc, c'était d'ailleurs, il y a une semaine et demie, le concours du meilleur sommelier du monde, qui a été remporté par un Letton, de Lettonie. Exactement. Et Pascaline Benoît, qui était en France, a eu la 4e place. Donc, on peut quand même la féliciter. Bravo. C'est pas mal. Estelle? Oui, Alexia. Moi, j'ai juste une question. Bien sûr. Parce que j'aime ça et puis parce que j'ai pris des cours de sommellerie, mais c'est rien à voir avec toi, évidemment. Mais ça m'intéresse beaucoup. Et je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi sur les autres fruits, on ne faisait pas ce travail. Moi, je vois très bien sur une année complète, les différentes oranges que j'approvisionne ne viennent pas du même pays, de la même région, de la même variété, du même terroir. Et je vois très bien les différences. Et je ne comprends pas pourquoi on n'a pas éduqué aussi le consommateur à ces différents terroirs. Une orange de début de saison en Égypte, elle est beaucoup plus acide, beaucoup moins sucrée. Une orange sanguine, etc. Et voilà. Et en fait, c'est vraiment quelque chose, je me disais, sur les jus de fruits à terme, on devrait aussi pouvoir mettre en place ce genre de connaissance du terroir qui est très importante pour ne pas que le consommateur s'habitue, ce qui est le cas aujourd'hui, à boire un jus d'orange qui a le même goût toute l'année. En fait, ça n'est pas possible, un jus d'orange qui a le même goût toute l'année, sauf à dire qu'on rajoute le même arôme dedans toute l'année. Mais sinon, un jus d'orange... Et moi, on me le dit souvent, ça n'a pas le même goût que la production d'avant. Exactement. Voilà. C'est vrai. Et tu vois, ça, c'est un truc qui m'intéresserait de travailler un jour avec toi. Avec plaisir. Voilà. C'est très pertinent. Ouais. C'est très pertinent ce que tu dis. Très belle remarque. Parce qu'aujourd'hui, on le fait pour les olives. C'est pas, on goûte les olives. On se dit que l'olive, c'est un fruit. C'est un peu... Et pourquoi pas une orange? C'est vrai, c'est très pertinent. Et je serais ravi de travailler avec toi. Ah, j'adore. J'ai encore créé une connexion. J'aime beaucoup. Je crée beaucoup de couples dans ce podcast. J'adore ça. Des couples professionnels évidemment. Estelle, alors du coup, les épices sont incontournables pour assaisonner les mets et elles font partie intégrante de la cuisine. Comment sources-tu tes produits ? Et comment tu crées le lien avec les pays ? En fait, on passe par des importateurs, bien sûr, parce qu'on est obligé sur le nombre d'épices qu'on importe. Mais de plus en plus, les producteurs viennent à notre rencontre. Ce qui ne se passait pas il y a quelques années. On parlait du poivre de Penja. Sur la production du poivre de Penja, ils n'avaient plus la main mise sur le commerce du poivre, c'est-à-dire qu'il a été importé surtout en France avec quelqu'un qui l'a importé et qui a gardé l'exclusivité du commerce du poivre. Donc eux, les producteurs n'avaient plus de regard sur ce commerce-là. Alors que maintenant, justement, les producteurs se sont organisés et de plus en plus, ils viennent aux rencontres des professionnels, des vendeurs comme nous ou des artisans comme nous. Donc, de plus en plus, on a des personnes qui viennent de Madagascar, de Côte d'Ivoire récemment, du Cameroun aussi. Et donc, ce qu'on leur dit, c'est qu'il fait... nous, on achète directement à partir du moment où il y a une analyse du produit. Parce que tout produit apporté doit être analysé pour qu'il n'y ait pas ni de pesticides, ni de choses qui ne conviennent pas à l'importation. Donc voilà. Et le sourcing, il est multiple et c'est énorme parce qu'on a plus de peut-être
300 produits. Et donc, ça fait beaucoup Quel est le continent le plus représenté chez toi ? Je pense que l'Inde est un des continents le plus représenté. Mais maintenant, de plus en plus, avec l'Afrique, on a beaucoup de liens. Oui, mais c'est quand même l'Inde, le berceau. Donc, le berceau, tu peux me donner des exemples d'épices qui sont fournies par l'Inde ? Sur la cannelle, sur la cardamome. Donc, la cannelle de Ceylan ? La cannelle de Ceylan, voilà. Après, même sur des épices brutes, beaucoup d'épices. Alors, moi j'adore la badiane. Ça vient d'où, la badiane ? De Chine. De Chine, ok. Voilà. D'accord. Et d'ailleurs, il y a quelques années, il y a eu un gros problème sur la badiane. La badiane japonaise qui est toxique avait été mélangée avec de la badiane chinoise. Et pendant, je pense, 3 ans, il y avait interdiction en France de vendre de la badiane. Ça n'a peut-être pas duré 3 ans, mais facilement 2 ans, ouais. Et tu peux nous expliquer, vu qu'on a une experte, les différents types de curry ? Alors le curry, autant de foyers, autant de curry. Après le curry, c'est un mélange d'épices, donc. Mais tu vois, t'as le curry madras. Voilà, parce que c'est générique. On pense que il y a eu des mélanges où dans le madras c'était un petit peu piquant, mais pas trop. Il y avait des currys qui étaient beaucoup plus forts qu'on a pu appeler Bombay, voilà. Mais après, toi, tu peux faire ton propre curry. Je pense que vous, chef, vous faites votre propre curry. Enfin, voilà, après, c'est tout à chacun. Et c'est justement de bien le doser pour qu'il convienne à notre palais, quoi. Donc ça veut dire que toi... Et quand vous parliez, par exemple, sur un fruit, l'évolution du fruit, par exemple, un piment, ou s'il fait chaud, si une année de sécheresse, etc., le piment va monter en chaleur, il sera beaucoup plus fort. Par exemple, le piment d'Espelette en France, cette récolte-là, la récolte de l'année dernière a été très piquante parce qu'en fait, il y a eu pratiquement pas de pluie, une forte chaleur. Et donc, voilà. Et nous, en tant que professionnels, en tant qu'épiciers, c'est justement savoir doser par rapport à la matière brute. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un gingembre qui sera un gingembre à un moment donné, qui sera plus le même gingembre 6 mois après. Et donc, ça, c'est goûter, c'est mélanger, c'est doser. Et alors, moi, je suis archi fan de ton sel de framboise. Ouais. Est-ce que tu peux juste nous dire comment il est fabriqué ? Alors, en fait... Parce que tous les clients qui vont m'écouter, que je gonfle avec mon sel de framboise que je veux au dernier moment, là, on aura toutes les infos. Alors, donc, c'est un sel de mer blanc qui est un petit peu humide. Alors, par contre, il est mélangé avec un colorant alimentaire, les mêmes colorants que les macarons, et puis avec un petit arôme de framboise. Mais il est super épicé. Oui, mais il est épicé, il est très très bon et juste en fin comme ça. Et nous, quand on est aux galeries et qu'on fait goûter le sel, surtout aux Américains, ils font waouh, amazing. C'est ça, voilà, c'est l'adjectif. Voilà, exactement. Ok, merci beaucoup Estelle. Et j'ai juste une petite question. Et est-ce que tu fais le sel fou ? Oui, et je le crée, moi, le sel fou. Alors, qu'est-ce que c'est le sel fou ? Alors, ça, c'est un sel de Guérande, un sel gros de Guérande, mélangé avec du paprika flocon, un petit peu de piment, des herbes, du poivre rose, enfin des baies roses. Et ça, c'est génial parce que tu mets un petit peu de sel fou, soyons fous un peu sur tout. Exactement. Exactement, wow. ouais. Exactement ça. Super, merci beaucoup. Alexia, donc là, on parlait de sourcing pour Estelle et ses épices. Toi, quels sont tes producteurs partenaires pour les fruits ? Malheureusement, je dirais, il y a 25 ou 30 ans, on a habitué le marché français aux agrumes. Donc le marché français, aujourd'hui, c'est plus de 50% de consommation de jus d'orange. Je dis malheureusement parce que c'est pas un fruit local. Voilà. Donc, il faut aller le chercher dans des pays qui produisent de l'orange. Alors, nous, on le produit pas, enfin, on va pas du tout le chercher comme les autres.
Nous, on s'approvisionne dans 2 pays en particulier, l'Égypte et l'Afrique du Sud. Donc, pourquoi l'Égypte et l'Afrique du Sud ? Parce que il faut respecter la saison des oranges. Comme moi, je presse des fruits frais toute l'année. Il faut que je change en fonction de la saison. Donc, on s'approvisionne en Égypte entre janvier et fin juillet. Ça dépend un peu des années. Ensuite, on passe en Afrique du Sud. Nous, on choisit donc nos producteurs par rapport au goût de leur orange. Donc, c'est vrai que pour faire des produits avec cette technologie-là, il vaut mieux utiliser soit de la Valencia, soit de la Navel Latte. Voilà, c'est 2 variétés qui correspondent assez bien. En Égypte, en général, on commence avec une orange qui s'appelle la Baladi, parce que c'est la première à fleurir, en fait. Non pas à fleurir, mais à fruiter, on va dire. Mais elle est un peu plus acide. Donc, c'est vrai qu'en général, quand on commence janvier, on a un jus de fruits qui est un petit peu plus acide, un petit peu moins sucré que l'évolution dans l'année. Voilà. Et en fait, on les choisit de façon assez stricte, c'est-à-dire qu'on leur demande d'avoir un label audité international, parce que ce sont des pays quand même dans lesquels il faut vérifier qu'il y a un certain nombre de critères, notamment sociaux, qui sont pour nous des critères importants. Et donc, c'est un label qui s'appelle le Global Gap. Par rapport à l'exploitation de la population, exactement. C'est ça ? Donc, en fait, c'est un label qui permet de garantir 2 choses. La première chose, c'est ça permet de garantir une forme d'agriculture durable. Pourquoi ? Parce que malheureusement, dans ces pays-là, on a tendance, les agriculteurs peuvent avoir tendance, pour avoir des très gros rendements, à utiliser beaucoup de pesticides, ce qui peut leur donner des très gros rendements à court terme, mais qui va tuer leur terre sur le long terme. Or, ce sont des pays qui dépendent très fortement de leur agriculture. Donc ça, c'est un label qui permet de garantir que les niveaux qui vont être utilisés vont permettre une espèce d'agriculture, en tout cas qui ne va pas tuer les sols. Donc ça permet un développement durable. Et le deuxième volet, qui est aussi très important, qui est un volet social, c'est-à-dire que ça garantit qu'il n'y a pas d'exploitation des enfants, que les gens sont traités correctement, qu'il n'y a pas d'esclavage. Voilà. Et comme l'Égypte, c'est un pays qui est relativement sensible par rapport à au fait du travail des enfants. L'Afrique du Sud, on se doute bien quelle est la sensibilité. Voilà, c'est un label qui permet de dire, on n'approvisionne pas des fruits et légumes qui viennent du monde entier sans avoir une garantie que ce qu'il y a dans votre jus de fruits, ça va pas tuer des gens. Voilà. Ça, c'est pour les fruits qui viennent de loin. C'est la même chose pour la mangue ou le fruit de la passion. Après, pour ce qui est des fruits locaux, entre guillemets, nous, on produit dans une usine qui est à la frontière belge, du côté de la Belgique, parce qu'en France, il n'y a pas d'usine. Et en fait, on s'approvisionne en fruits locaux à 100 km autour de l'usine. Voilà, donc les pommes, les fraises, le concombre, la carotte, la betterave, tout ça, c'est approvisionné dans un rayon de 100 km autour de l'usine. Parce qu'on veut garantir que nos fruits, déjà les fruits tropicaux, entre guillemets, parce qu'en réalité, les agrumes, il faut se dire que c'est un fruit tropical. Hein. On n'est pas habitué à ça, mais un agrume, c'est un fruit tropical. Et pour ce qui est des autres fruits, on essaye de faire le plus local possible. Voilà. Ok. Et sur le site, moi j'ai adoré parce que y a 3 personnalités qui sont mises en avant. Et à chaque fois, vous faites une analogie avec un fruit. Et toi, tu as choisi de te comparer au litchi. Oui. En plus, tu fais une description en 3 phrases que j'adore en parlant du noyau. Est-ce que tu peux nous l'expliquer, s'il te plaît ? Oui, alors, j'ai un peu évolué avec le temps, mais il se trouve que dans ma prime jeunesse, j'avais une tendance à ressembler au litchi à l'extérieur. C'est-à-dire, parce que c'est tout rose. Non, cette carapace un peu dure, un peu piquante. Tu sais, un peu piquante. D'accord. Quand tu la prends dans les mains comme ça fait un peu mal. Donc ça, c'était un peu ma posture. Et en fait, c'est une carapace qui me permet de garder ce qu'il y a à l'intérieur. C'est-à-dire que, en réalité, je suis quelqu'un d'extrêmement sensible, certainement de trop sensible. Et du coup, cette carapace me permet dans certains cas, me protéger contre les éléments extérieurs. Après, je suis vraiment quelqu'un d'extrêmement gentil quand les gens me connaissent. Et parfois, il y a un certain nombre de personnes qui peuvent en abuser
Et donc, je dis, j'adore le litchi parce qu'à la fin, il y a le noyau. Donc, si tu appuies un peu trop fort sur le litchi, tu te heurtes au noyau. Voilà. Donc, c'est un peu moi, ça. J'adore. Merci beaucoup, Alexia. Alors, Alain Christian, nous, on partage la passion de la cuisine, de la gastronomie dans notre métier de chef. Quelles sont, selon toi, les 3 qualités essentielles pour percer, rester et réussir dans ce métier qui est très exigeant? Alors, la première, je pourrais dire la patience. La patience, la passion. Je ne sais pas de quoi tu parles. Pas du tout. La patience, la passion, la rigueur. Et il faut être solide. Il faut être très solide parce que même quand on est un garçon dans ce métier, c'est pas facile. C'est un métier qui prend de l'énergie, qui prend le mental. Il faut être très... comment je peux dire? Parfois, dans notre métier, on joue un peu le rôle de psy aussi. C'est vrai. Donc, il faut prendre les gens avec parcimonie. Ouais. Quand on est une femme, c'est encore plus difficile. Donc, il faut être très forte. Je généralise un peu, il faut être très forte, très, très forte. Parce qu'on va te dire que ce n'est pas un métier pour une femme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on en voit peu, mais merci centaines d'arriver. Pourtant, on a toujours dit que la femme a une rigueur énorme. Dans une femme en cuisine, ça pourrait être... et c'est vrai. Et aujourd'hui, on voit un peu tout ça monter. Mais il faut se dire que dans ce métier, si on n'a pas la patience, la passion, si on n'a pas ce que j'appelle la fougasse, c'est-à-dire si on n'a pas la fougue... La foi. C'est aussi un métier de volonté. Il faut vouloir. Ne fais pas, je dis toujours, tout le monde peut cuisiner, mais qui sait cuisiner. Donc, c'est un métier, si on n'a pas de passion, si on ne vient pas par amour, ou si on ne vient pas dépit, on ne peut pas tenir, on ne peut pas le faire. Voilà comment je décris ce métier. Merci beaucoup. Moi, c'est un métier d'artiste aussi. Pour moi. Voilà, c'est vraiment... Moi, je suis toujours très admirative. Alors, je cuisine, je ne suis pas sûre de savoir cuisiner. Je me rends compte à quel point tu passes ton amour par la cuisine. Exactement. Bien sûr. Ça dit d'où ce côté passionné. Il y a une transmission. Voilà, quand on est passionné, mais ça coule de source. Exactement. Et ce côté, nous on a un métier, on aime bien transmettre aussi. Vous allez vous rendre compte que notre métier est en train de prendre pas un coup de vieux, mais en train de chuter un peu. Et le Covid nous a pas arrangé les choses. C'est sûr. On a un peu le côté, les gens ne veulent plus venir bosser, des gens retorquent parce qu'on retrouve en cuisine des gens qui ne sont pas de métier et qui s'autoproclament un peu chef. Quand on retrouve les jeunes dans la cuisine, ils partent. Ils partent parce qu'ils viennent avec la boule au ventre. Parce qu'il y a de peur que le chef aujourd'hui ne soit pas de bonne humeur. Alors qu'on dit toujours dans notre profession, quand tu sors de chez toi, tu fermes la porte de chez toi, tu fermes les problèmes avec. C'est ça. Tu balances la clé. C'est vrai. Quand tu rentres chez toi, tu cherches la clé, tu cherches les problèmes, tes humeurs. Donc, tes problèmes n'affectent pas ton personnel. Le personnel, c'est une brigade. Quand on dit brigade, ça fait peur aujourd'hui parce que brigade, c'est l'armée. Et c'est vrai que nous, en France, on entend mais il y a une un peu comme ça. Quand même. Exactement. Il faut la rigueur. Quand on n'a pas de rigueur, on ne peut pas. On ne peut pas gérer, on ne peut pas avancer. Il faut une discipline. Mais en même temps, il faut quand même se dire on travaille avec des êtres humains et les donner envie de rester et de bosser avec nous. Merci beaucoup Alain Christian. Et du coup, donc, moi je te connais depuis pas mal de temps, tu incarnes par excellence l'amour du travail bien fait. Quels sont tes mentors dans la gastronomie? Il y a un qui est décédé, c'était Paul Bocuse. Paul Bocuse, je l'ai connu depuis le Cameroun, tout le monde en parlait déjà, avec cette fameuse soupe, la VGE, casse-croûte, c'est ça que je connais. Parce qu'en fait, il y a une grosse pâte feuilletée qu'on casse. On appelle casse-croûte. Et l'histoire dit bien, c'était fait pour, si je ne me trompe pas, pour Valéry Giscard d'Estaing. Exactement, qui avait une petite faim. Le chef lui a proposé le casse-croûte. Donc, cette soupe, il fallait casser la croûte. Exactement. Voilà. Merci pour ce moment de culture à la culture. J'essaye. Il y a donc lui. Aujourd'hui, c'est mon homonyme. C'est Alain Ducasse. Voilà. D'accord. C'est petit chef aussi. Exactement. Voilà. Et tu l'as rencontré, Alain Ducasse? J'ai eu la chance, je ne sais pas si ça se rappelle, j'ai eu la chance quand je bossais avec
paix à son âme aussi, jouait au bûchon. J'ai eu la chance de le rencontrer. J'espère encore avoir la chance parce qu'il n'est pas facile à voir. Il a ouvert son école à Meudon, qui est proche de l'école ou du lycée où j'ai fait ma formation. J'espère que j'aurai le plaisir et l'honneur de le rencontrer. Tu m'étonnes l'honneur, effectivement. Merci beaucoup. Estelle, alors, tu as un corner, petit corner, trop petit pour la qualité, à la Fayette Gourmet, où je me rends très, très, très souvent. Aimerais-tu ouvrir une boutique indépendante dans Paris ? Oui. Un autre grand bébé. Ouais, un autre grand bébé. Et ça en est où, ce projet ? Alors là, il mûrit. En fait, notre fils nous a rejoints dans la société, ça fait maintenant 2 ans. On se sent un peu aidé, quoi. Donc oui, je pense que ça va être dans les 2 ans. Il faut trouver un endroit sur Paris qui convienne à notre commerce. Et c'est pas facile parce que Paris, c'est pas forcément une ville facile pour commercer. Il n'y a pas réellement de rue piétonne. Donc je sais pas, on réfléchit, ouais. Et si tu avais un génie avec une lampe magique à frotter, tu aimerais quoi comme type de lieu ? On avait pensé à la rue Mouffetard, ça fait quelques années, la rue Mouffetard. La rue Mouffetard, et après, peut-être aussi Montmartre, mais c'est un peu trop touristique, pas assez parisien. Moins de gourmets, tu veux dire ? Ouais, moins de gourmets, ouais. Mais ouais, la rue Mouffetard, on aimerait bien, ouais. C'est ce qu'on te souhaite. Bah oui, ça serait en bien. tout cas. D'ailleurs, j'aime beaucoup tes mélanges pour marinade. Donc, tu fais des mélanges pour marinade poisson, viande, salade. Comment ça te vient, ces idées de création et d'association ? Comment ça marche ? Je cuisine beaucoup, donc j'essaie les cuisines, j'essaie les épices dans ma cuisine, donc en fait c'est des recettes que je crée et tout seul comme ça. Ouais. Bravo. Tu te fais pas aider par un chef, pareil, c'est la même question. Aider par un chef, non. C'est l'intuition, c'est le talent. Ça vient tout seul. Mais quand tu parlais de transmission, moi je suis née dans une famille où les femmes, au demeurant, cuisinaient beaucoup. Mon arrière-grand-mère cuisinait beaucoup et on participait, nous, en tant qu'enfants. On était dans ses jupons, on regardait ce qu'elle faisait et ça nous a été transmis comme ça. Après, mes grands-parents ont repris cette auberge en Bourgogne, donc j'ai toujours été dans les cuisines. Il y avait le chef, j'étais toujours dans la cuisine. Il me faisait faire des... Il me faisait faire des... dans ça. Voilà, exactement. Donc après, on essaie, on travaille et on crée. Et on se perfectionne. Et au fur et à mesure, et on s'inspire. Ok. Moi, je connais pas à goûter. Comment ? Je connais pas. Ah non, mais il faut que tu ailles à la Indes. Oui, il faut venir nous voir. Si je vous pose des questions, c'est parce que je vole un peu la vedette à Virginie, c'est que j'ouvre mon... Mais c'était ma question, ma dernière question. Alain Christian, parle-nous de ton nouveau projet de restauration dans les Hauts-de-France. Raconte-nous. Non, c'était l'occasion de te donner une tribune. Mais oui. Donc, maintenant je reprends. C'est à toi. Alors, j'ai signé le 17 janvier, justement, j'ai signé un restaurant à Lille. Pourquoi Lille ? Tout simplement parce que déjà, on va chercher l'argent là où il est. Moi, je suis comme ça. Et Lille, en plein essor, c'est un peu c'est une ville de jeunes travailleurs. Il y a un peu de tout à Lille. Je me suis dit, allons-y, parce que Paris est saturé. Ouais. Paris est super saturé. Pour se refaire un nom à Paris, il faut lutter. Là, aujourd'hui, je fais du consulting, parce que je fais du consulting, comme m'a dit Virginie au début, alimentaire. Et je suis au 60 rue Coustine. Justement, et je me suis rendu compte qu'il y a plein de restaurants, plein, mais on arrive quand même à trouver des restaurants vides, des brasseries vides. Donc, pour vous dire, c'est saturé. Donc, quand on n'a pas de touristes, on n'a rien. Donc, il faut aller chercher. Et donc, je me suis mis à 15 minutes du centre-ville de Lille, un petit village super sympa, et qui a 2000-2500 habitants et qui ont 4 banques. Parce que j'ai fait l'étude. Je me suis dit, un restaurant, un petit village qui a 4 banques, ça veut dire qu'il y a des sous. Donc il y a des sous à se faire. C'est quoi comme nom ? Le village, c'est quoi ? Alors, je ne sais pas bien le prononcer, mais c'est Fournan-Web.
Fourna C'est Webs. dans les Webs, voilà, D'accord. exactement. Ok. Et je me suis dit, bon, il y a une église au centre. Déjà, c'est un peu la petite clé du cuisinier. Quand il y a une église dans le centre-ville, c'est qu'il y a des sous. Alors là, il y a la banque. Il y a 4 banques. Alors là, c'est le jackpot. Donc, je me suis dit, j'y vais. Donc, normalement, j'ouvre en mars. Et ça sera un restaurant de combien de couverts à peu près? Alors, l'ancien faisait 25. Moi, je vise 40-50. Oui, parce D'accord. que Alain Christian, c'est l'ambition par excellence. Exactement. Je vais faire la cuisine du monde, d'où vos épices m'intéressent, d'où les jus m'intéressent aussi. Je vais faire le côté, il y aura 3 ambiances, bar à vin, salle à manger. Quand je dis salle à manger, c'est où tout le monde se pose, et salon. Voilà. Salon, c'est pourquoi? C'est pour Salon pour se poser. On peut aussi manger au salon, mais on peut se poser. Vous savez, on peut plus fumer à l'intérieur, sauf si on a un ménage, ça c'est des travaux. Mais on peut se poser, prendre un petit cognac, échanger, prendre un thé, voilà, prendre du bon temps. Ah, mais c'est super Voilà. ça. C'est hyper intéressant les Exactement. trois. Ouais, les 3 ambiances. Exactement. 3 salles, 3 ambiances. C'est. Tu reviens 3 fois et c'est 3 Et fois c'est 3 différent. fois C'est 3 différent. expériences. C'est comme si tu avais 3 restaurants. Exactement. C'est ça. Ouais, c'est Et ça. tu ne manges jamais la même chose tous les jours, parce que tous les jours, ça change. Une carte. Tu as déjà ta brigade? Pour l'instant, j'ai déjà mon cuisinier et je suis à la recherche d'une personne en salle, parce que moi-même, je ferai les 2. D'accord, Voilà. très bien. On va aller s'installer dans le Nord. Bien sûr, Je mais vous attends. nous, de toute façon, on a quelque chose de prévu. On tous doit les deux. faire, je vais À le 4 mains. dire, on va faire à 4 mains, parce que ça fait depuis qu'on on lutte pour faire ce 4 mains, on n'arrive pas à le faire, on va le faire, et j'insiste, parce qu'il sera dans ma carte. Ouais. Voilà, et si vous êtes de passage, l'ouverture, je vais tenir informé, bien sûr. Il y a des chambres, donc ne vous en faites pas, vous pouvez passer. Hein. Bon, en tout cas, on te souhaite le meilleur. Ah ouais. Ah ouais. Super. Et c'est quand l'ouverture exacte? Tu as une date ou? Alors, officieusement, Ouais. officieusement d'ici le 2, j'aimerais que ça soit offert. De De mars 2 mars. Ah ouais, Ah Bientôt, oui, c'est proche. officiellement le 15 mars. Ah, d'accord. d'accord. Voilà. Oui, mais donc Très proche. 3 semaines, quoi, Voilà, max. exactement. D'accord, Ok. super. Voilà. Alexia, moi j'ai une petite question un peu pédagogique de culture. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre les jus pressés, les purs jus, les concentrés et les nectars? Waouh. Super. Alors, on va commencer par. Elle était au On courant. va hein, commencer ça va, dans alors. l'autre sens. Alors, on Dans va l'autre commencer sens. par les nectars. Donc le moins bien. Bon, c'est discutable, mais on va dire que le nectar, c'est un mélange entre un jus de fruits, du sucre et de l'eau. Voilà. Donc quand je dis un jus de fruits, c'est un jus ou une purée. Parce qu'il y a un certain nombre de fruits. Par exemple, la mangue, on fait de la purée de mangue. Il n'y a pas de jus de mangue, ça n'existe pas. Si vous écrasez la mangue, ça donne de la purée. purée, exactement. Il n'y a pas de jus. Donc ça, c'est le nectar. Donc il y a beaucoup de sucre dans un nectar. Alors maintenant, on fait des nectars de moins en moins sucrés. Mais enfin, il faut partir du principe que dans un nectar, il y a 25 à 30% de sucre ajouté. Donc voilà, ça fait des choses quand même relativement sucrées. Ensuite, on a un concentré. Alors, le concentré, bon, moi, personnellement, j'ai jamais compris à quoi ça servait. C'est ma position, évidemment. Je partage ça avec moi-même, mais quand même. Donc, en fait, on presse un jus à l'endroit de la récolte. On le chauffe pour enlever l'eau. Voilà. Donc, ça fait un jus, ça fait une espèce de pâte un peu épaisse qui est transportée. Donc, en général, on fait des concentrés. Pourquoi ? Parce que le transport coûtant très cher, on évite de transporter de l'eau. Ça arrive dans le pays où ça va être mis en bouteille et on rajoute de l'eau. Alors, donc, moi, le côté j'enlève de l'eau pour rajouter de l'eau, quand on sait que l'eau est un bien qui doit être universel, qui est très précieux et dont déjà une partie de la planète n'a pas, alors, pour moi, c'est un non-sens. Voilà, c'est un non-sens écologique de produits. Enfin, bon, je vois pas l'intérêt, mais bon, bref. Le pur jus. Alors, le pur jus, c'est une dénomination qui est encadrée par la réglementation européenne. Donc, qui consiste à dire que c'est une boisson dans laquelle tous les éléments doivent provenir du même fruit. Alors, une fois qu'on a dit ça, on a dit beaucoup de choses et en même temps, on se dit, mais de quoi parle-t-elle ?
Donc, un pur jus pour la réglementation européenne, c'est un produit qui a été pressé, heureusement, hein, ça vient quand même du fruit à la base. Donc, ça a été pressé. En général, on lui a enlevé sa pulpe, là où on l'a pressé, donc généralement au Brésil. Hein. Le Brésil, il faut savoir que le Brésil, c'est le grenier des oranges dans le monde. Et le deuxième producteur mondial d'oranges, c'est quoi comme pays ? Vous allez être un peu étonnés là. C'est la Chine. Ah ouais. Voilà. Étonné, effectivement. Donc, on presse sur place, on enlève la pulpe qu'on donne au cochon local. Ok. On transporte, on chauffe, évidemment. On chauffe une première fois sur place pour éliminer toutes les bactéries. On transporte le produit, en général en Europe ou aux États-Unis. Et là, on lui ajoute des choses qui sont autorisées par la réglementation, qui sont de la pulpe. Alors, je vous mets à l'aise, hein, c'est pas la pulpe de départ, hein. C'est celle qui a été achetée à un autre endroit dans le monde. Des arômes naturels, à partir du moment où ils viennent du même fruit que l'arôme, voilà. Des cellules, on a le droit de rajouter des cellules. Et là, vous voyez pas la tête de Christian, il a l'air dégoûté. Donc, des cellules, de la vitamine C. On a le droit aussi de passer le jus sur ce qu'on appelle des colonnes de désamérisation pour enlever l'amertume. Voilà. Et ça donne un pur jus. Super. C'est bien, hein? Oui. C'est sympa, Délicieux. ça donne envie. Et donc, le dernier, c'est ce qu'on appelle les jus fraîchement pressés. Et alors ça, c'est très encadré. Donc, les jus fraîchement pressés, ce sont des jus pour lesquels le pressage, embouteillage, traitement, s'il y en a un, doit être fait en moins de 24 heures. Donc, ça veut dire que c'est vraiment très, très court pour pouvoir préserver l'ensemble. Voilà, idéalement, il faut un traitement non thermique. Donc, soit de l'ionisation, soit de la haute pression à froid. Donc, tout ça en moins de 24 heures et aucun ajout. Donc, ça, c'est toi. Voilà, ça, c'est moi. Voilà, il y en a d'autres qui le font. Oui, non, mais je veux dire, ça, c'est moi, c'est nous. Juste pressé. Voilà, c'est juste pressé, c'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça. Parce que, voilà, moi, j'ai du mal à concevoir qu'on puisse boire un liquide qui a été aussi transformé que ce que, ajouté, ce que je vous ai décrit. À la limite, je vais vous dire, je préfère encore un nectar qui est fait avec de la fraise locale, dans laquelle, on fait juste de la purée de fraises, un peu de sucre et de l'eau, c'est fait en France. À la limite, je préfère un nectar qui vient de France qu'un pur jus qui vient du bout du monde et de la façon dont je vous l'ai décrit. Voilà. Donc, c'est vraiment très différent. Et d'ailleurs, nous, ce qu'on fait, par exemple, on a un pomme fraise là, qui va sortir au printemps. Vous verrez, en fait, moi, les gens qui le goûtent me disent « Ah, c'est une fraise très légère, elle est peu sucrée. » Mais non, en fait, la fraise, c'est pas sucré, madame. C'est juste que quand vous le buvez d'habitude dans le jus, on vous a rajouté du sucre. Madame. Une fraise, oui, madame, madame ou monsieur. Mais en général, une fraise, c'est très peu sucré. Donc, vous verrez, vous le goûterez, là, c'est subtil. La fraise, quand elle n'est pas sucrée, c'est un goût qui est subtil. Et donc, nous, on le mélange à la pomme, à du jus de pomme, pour pouvoir lui donner donne-moi, je vais goûter. Ça me donne envie. Allez, je goûte. Donc, pour pouvoir lui donner un peu ce côté sucré. Mais ça dépend aussi des variétés. Ça dépend des variétés. Mais tu vas voir, tu sens bien l'arôme de la fraise en fond. Mais c'est pas un nectar de fraise. Parce que ce qu'on veut, c'est que les gens sentent la fraise. Ça a l'air bon, elle a tout fini. Oui, j'aurais dû mettre dans un verre. Mais effectivement, tiens, elle n'est pas très sucrée. C'est amusant. Ah oui, c'est très bon. Et pourtant, je suis pas très fraise. Jus de fraise, j'aime pas trop. Non, parce qu'ils sont très sucrés d'habitude, tes jus de fraise. Là, tu vois, tu as vraiment la fraise dans son état cru, qui est mélangée avec un peu de pomme. Alors, on a pris une variété de pomme qui est la Jona Gold, qui est une variété de pomme qui est assez brute, assez authentique et assez sucrée. Et justement, ça fait un mélange qui est équilibré, mais où tu sens la subtilité de la fraise. C'est pas bourrin, tu vois. T'arrives pas avec la fraise, les 3 tonnes de sucre, et puis voilà. C'est ça, ouais. Voilà. Donc là, ça fait découvrir les fruits et légumes de façon autrement, différente. Ouais. Bon, juste merci pressé. beaucoup pour ces informations. Ah non, mais je t'en prie. Juste pressé. Oui. Si aujourd'hui je veux le mettre dans mon restaurant, comment je fais? Tu m'appelles. Ah, j'adore ça. Moi. Alors, on va faire un petit jeu. Donc, vous prenez, s'il vous plaît, 4 petits papiers, là, dans ce pochon. Alors, je dis la question et je réponds. Donc, moi, j'ai citron vert ou citron jaune.
Alors, je vais te dire, ça dépend. C'est une réponse de Normand, ça. Ouais. Alors, citron vert pour le mojito. Mais tu sais, le nombre de gens qui me répondent ça, c'est surtout les filles. Hein. J'ai eu au moins 3-4 réponses comme ça. Voilà, donc citron vert pour le mojito et citron jaune, moi, pour la salade, puisque je n'utilise pas ou très peu de vinaigre. Et moi, je fais un mélange huile d'olive, citron jaune. Très bon. Voilà. Parfait. Ensuite, j'ai cuisine asiatique ou méditerranéenne. Définitivement méditerranéenne. J'adore cette espèce d'amour de la cuisine qu'il y a dans l'Europe du Sud. Cette espèce de générosité dans la cuisine. Du soleil, quoi. Voilà, du soleil. Alors, il y a beaucoup de légumes. Bon, moi, je mange pas beaucoup de viande, donc pour moi, c'est le régime méditerranéen est assez parfait. Je ne prends jamais autant de plaisir que manger la cuisine de la mama dans un petit resto en Sardaigne où les grands-mères, elles font encore la cuisine toute seule dans le petit bar dans la montagne, quoi. Bon, voilà, j'adore. Ensuite, amaretto ou Grand Marnier. Moi, j'ai envie de dire consommable local, donc Grand Marnier. Voilà, qui est pas mal sur la crêpe flambée. Hein. Hier, c'était de la chandeur, donc voilà, pas mal. Et enfin, j'ai coquillettes ou spaghetti. Définitivement spaghetti. Pourquoi ? Parce que pour moi, la coquillette, c'est une pâte qui a déjà été mâchée par quelqu'un d'autre et qui est trop petite. Très bien. C'est trop petit pour moi. Énorme. Merci, Alexia. C'est énorme. Alain Christian ? Alors, je me remets un peu la coquillette. On adore. C'est une pâte qui a été mâchée. Ça, ce sera le teaser du podcast. Là, c'est clair. Alors, moi, j'ai hummus ou guacamole. Plutôt guacamole. Bon, même si c'est pas la saison de l'avocat, mais plutôt guacamole parce que j'aime travailler les épices avec. Et je me fais moi-même mes petites tortillas. Voilà. Très bien. Voilà. Et après, j'ai terrine aux rillettes. Plutôt terrine, hein. Plutôt terrine, mais je préfère en plus terrine. Pourquoi ? Parce que j'aime les abats. Même si c'est pas le fort de ce que j'ai aujourd'hui, parce que je fais de l'hypertension. Mais comme je suis chef, je suis un peu nerveux. Donc, tu m'étonnes. Donc, je préfère la terrine parce que j'aime travailler les abats, j'aime les assaisonner, j'aime les transformer. Mélanger les viandes. J'aime mélanger les viandes. J'aime en faire des beignets. J'aime en faire... moi, j'aime transformer tout. Comme je vous ai dit, j'aime la cuisine du monde. C'est pour ça la terrine. C'est énorme, ces questions-là. Vin blanc ou vin rouge ? Mignon. Alors, vin rouge. Vin rouge, pourquoi ? Déjà, j'adore, je suis sommelier, donc déjà, vous avez dû le comprendre. J'aime les vins de caractère, j'aime le syrah, j'aime l'épice. On revient toujours aux épices. Le caractère principal de syrah, c'est les épices. J'aime les vins de la vallée du Rhône. Et surtout, j'aime travailler aussi en cuisine avec le vin. Donc, vous allez rencontrer comme un bourguignon ou une sauce. J'aime bien déglacer mes sauces. Exactement. Déglacer, c'est un petit sauce, c'est un jus avec le vin rouge, parce que ça apporte une particularité et du goût au plat et au jus. Voilà. Et après, j'ai chocolat blanc ou chocolat noir. Ça se discute pas. Non, mais il y a des gens qui adorent le chocolat blanc. Effectivement, c'est pas du vrai chocolat. Mais oui, non mais. Donc, j'aime le chocolat noir. Parce que, encore une fois... Combien de pourcents ? Moi, je suis à fond. Ah ouais. Je suis à 95%. Oh là là. Alors, j'aime parce que c'est brut de feu. Oui, c'est ça. Brut de feu. Brut de feu. J'aime son côté très... Vous avez remarqué, je ne l'avais peut-être pas vu, j'ai une carte de Saint-Valentin. Et mon dessert, c'était le coup de foudre entre une orange et un chocolat noir. Et à côté, on avait l'anglaise qui était dans la chandelle. Donc, c'était exactement ça. Et donc, cette association orange, chocolat noir, avec les épices, je mettais la cannelle. Bien sûr. Ça donnait vraiment... c'est canon, ça. C'était très, très bon. C'est là où vous voyez la force du chocolat noir, au fait. D'où mon amour pour cela, quoi. Et je fais aussi un plat, je ne vais pas tout vous délivrer, je fais un plat au cacao. Et c'est un poulet cacao avec de la banane, mais la banane
plantain, pas la banane fruit. Je le mets avec du chocolat noir. Ça, je veux bien goûter ça. Moi aussi. Hein, Ok. tu nous feras un tupperware. À Lille. Oui, on viendra à Lille. Avec un peu de maroilles. Mais c'est vrai que le chocolat en cuisine, moi j'utilise beaucoup. Par exemple, là j'ai fait un bœuf bourguignon. Ouais, on met Et du carré. dans la sauce. dans la sauce, ouais, je mets toujours un petit peu de chocolat noir. Voilà. Et à toi, Estelle? Alors, langoustine ou gambas? Gambas. Gambas juste poêlées avec un petit peu de sel du trappeur, j'aime bien. Très bien. Olive verte, olive noire. Est-ce qu'on doit choisir absolument? Non, pas du tout. Rien Non. n'est obligatoire. Olive Estelle. verte, j'aime bien dans la salade, à l'apéro. Et olive noire, j'aime bien dans les plats un peu mijotés. Exactement. Voilà. Sachant que c'est l'olive noire qui a plus de goût. Oui. Exactement. Après, béarnaise ou mayonnaise, je Le suis gras pas trop. avant tout, déjà. En fait, je suis pas trop fan, mais ça serait peut-être mayonnaise parce que ça donne des ouvertures. On peut Exactement. mélanger avec un peu de curry. On peut voilà. Donc Curcuma. mayonnaise, voilà. Comme ça, après, on fait à notre fantaisie et on agrémente. Alors boudin blanc, boudin noir. Les deux, allez. Pourquoi boudin blanc, ça me rappelle Noël, parce que nous, souvent à Noël, on mangeait du boudin blanc, voilà. Donc ça rappelle des souvenirs d'enfance. Et boudin noir, j'aime bien avec des petites pommes, voilà. Donc les deux. Alors, je trouve qu'à chaque fois, il y a des connexions qui sont assez dingues, parce que je vais vous parler de Proust. Donc, on parle d'enfance. Alors, je vous lis un passage. Mais quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seule, plus frêle mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps comme des âmes à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir sur leurs gouttelettes presque impalpables l'édifice immense du souvenir. Ça, c'est mon ancien parcours de prof de lettres qui parle. Quelle est votre Madeleine de Proust? Alors, moi, moi, j'ai été élevée par un papa qui cuisinait. Et donc, quand on était petite, c'est lui qui nous faisait les gâteaux. Et le gâteau qui, pour moi, était extrêmement symbolique et que je ne mangerai plus jamais, d'ailleurs, parce que déjà, ça ne correspond pas à mon régime alimentaire, c'est le 4 quarts. Donc voilà, évidemment le 4 quarts, il y a un quart de beurre déjà. Donc, donc voilà, le gras c'est la vie. Donc moi je pense que j'en ai un peu abusé quand j'étais petite. Le gras c'est la vie. Mais en tout cas je pense que ça représente oui mon enfance et d'ailleurs je ne le fais plus parce que comme mon papa est plus là. Voilà, c'est un gâteau qui n'aura jamais le même goût que celui que lui pouvait faire. Il devait mettre, beaucoup d'amour dedans et moi, j'arrive pas à reproduire la même chose. C'est normal. Voilà. Comment s'appelait ton papa? Pierre. Alain Christian? Je crois qu'au début, je l'ai. Oui, tu l'as dit. J'ai commencé comme ça au début, ça tombe bien. Je reste toujours sur ma grand-mère. C'est grâce à elle, c'est sa cuisine qui m'a inspiré, c'est elle qui m'a poussé à faire ce métier. Je suis croyant, on adore Dieu, on aime une personne, mais moi j'adorais la cuisine de ma grand-mère. Voilà. Très bien. Estelle? Alors moi, ce sera les escargots de Bourgogne de mon arrière-grand-mère. Pareil, ça rappelle Noël, ça rappelle la fête, les réunions de famille. Cette odeur de persillade et le fait qu'on malaxe aussi le beurre avec la persillade, la petite goutte de pastis. Voilà, c'était voilà. C'est un très beau, en tout cas, c'est un très beau texte. Oui, c'est un très beau texte. Ouais. C'est très beau. 1922. Ouais, c'est très beau parce que au-delà de ta Madeleine gustative, tu as aussi une Madeleine olfactive Bien parfois. sûr. Et il y a vraiment des choses, moi ça m'arrive très souvent de sentir dans la rue le parfum de ma grand-mère qui mettait Chalimard et à chaque fois ça me bouleverse. Et je trouve que c'est une réalité en fait. C'est une vraie mémoire, le cerveau. Cette persistance, pour moi quand je sens l'odeur de ma grand-mère comme ça, je me dis c'est un cadeau de Dieu qui me fait pour me... Voilà, c'est ça, c'est l'édifice, tu vois, l'édifice immense du souvenir. C'est magnifique. Merci beaucoup pour le texte. Alors, on terminera sur 2 dernières questions qui sont très importantes pour moi. Est-ce que vous pouvez continuer la phrase?
Pour moi, cuisiner, c'est... Donner de l'amour. La passion. Ah, tu es sur ma deuxième question. Alors, dis-moi autre chose que la passion. Alors, la transmission. Ok, Partager. très bien. Et donc, quelle est votre définition de la passion? Oui, Eh ouais. là Je pose la question à ouais. tous mes invités. Pour moi, la passion, c'est un sentiment qui te déborde. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun rationnel, il n'y a aucune réflexion possible. C'est quelque chose qui est au-delà de l'entendable. Donc, je trouve que c'est très beau de dire que la cuisine, c'est de la passion, parce que ça veut dire que c'est sans limite, en fait. Très bien. bien. Mm. Bravo, qu'est-ce que je vais dire maintenant? Oh, c'est vrai que toi, t'es pas inspiré, toi. C'est pour ça que je passe toujours la première. Comme ça, je J'ai suis vu ça, sûre ouais. Il n'y a pas de différence. Alors, moi, je peux dire que la passion, c'est d'abord se faire plaisir, tout en faisant plaisir aux autres. Parce que je trouve qu'on ne peut pas être passionné si on ne se fait pas plaisir tout seul. C'est comme si vous vous regardez dans le miroir et vous vous dites, est-ce que je suis beau? C'est ce que vous vous dites, mais sans le savoir. Donc, vous transmettez quelque chose. Donc, pour moi, la passion, c'est d'abord se faire plaisir et transmettre ce plaisir aux autres. Voilà. Merci Alain Christian. Estelle? La démesure, le fait... la démesure. Après, réfléchir à rien et être dans l'action en partageant. Ouais. C'est toujours difficile. Hein. Ouais, c'est compliqué, ouais. C'est compliqué. Et puis c'est tellement subjectif aussi en ouais. fonction des parcours, des histoires. Mais vous avez très bien répondu. Bon, je crois que ça va être l'heure de se quitter. Dites-moi non, pas maintenant, pas maintenant. Et toi, pourquoi Communique Passion Alors, effectivement, moi j'ai voulu axer ça sur la passion parce que ma boîte s'appelle Communique Passion, mon livre c'était Mes recettes passion et là ça s'appelle Passion sans modération, donc le dénominateur commun est assez clair parce que en fait Communique Passion, j'ai créé ça il y a 9 ans et le nom m'est venu la nuit, une nuit. Comme un signe de Dieu. Exact. Et c'est vrai qu'au début, c'était compliqué parce que les gens me disaient on a l'impression que tu es une agence de communication plutôt que quelque chose de la cuisine. Et en fait, 9 ans et demi après, on me dit je pense qu'on a compris que tu aimais communiquer ta passion. Et pour moi, la passion, c'est vraiment une vibration intérieure. C'est quelque chose qui nous dévore, qui est un don vers l'autre, mais qui est en même temps un retour sur soi. Exactement. En permanence. C'est une introspection, c'est le feu, quoi. C'est le feu et c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. C'est un vrai cadeau, la passion. Bien sûr. Enfin, tu vois, moi, je suis quelqu'un de très passionné. Et quand tu te retrouves face à des gens à qui tu essayes d'expliquer la passion et qui te regardent avec des yeux de bulot sur un étal de poissonnier... Sans mayonnaise. Sans mayonnaise. Tu te dis, en fait, les pauvres, ils n'ont jamais ressenti ça. Ouais, bien sûr. C'est ça. Et moi, je trouve que la passion, c'est la vie. Mais ce qui est assez dingue, c'est que là, on est au 11e épisode et que tous les gens qui sont venus à cette table-là depuis 11 fois n'étaient que des passionnés. Et c'est un peu ma grille de sélection. Et quand je leur pose cette question-là, tous me répondent des réponses qui on sent que ça transpire en fait. Donc ça vibre, c'est une très bonne définition, je trouve. Vibration. Et c'est presque, en fait, je pense que tu as eu du mal à l'expliquer parce que c'est assez inexplicable. C'est difficile de trouver les mots, de poser ces mots. C'est vraiment une vague. Moi, j'assimile ça au tsunami, quoi. C'est un truc, ça te déborde. Ça permet de te transcender, de faire toujours mieux, C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut d'abord, en même temps que ça vienne de soi-même, au fait. Il faut déjà qu'on ait le plaisir de ce qu'on fait. Quand on a ce plaisir, on peut exprimer ce plaisir. Donc ça devient une passion. Merci en tout cas. Merci à toi. Alors, vous trois, mes invités de choix, vous avez incarné aujourd'hui le bien manger, le manger vrai, la gastronomie remplie d'authenticité, le naturel et le respect du produit avant tout. Le voyage et la vie avec beaucoup de caractère. J'ai été ravie de vous recevoir au studio pour cette heure de confidence. Transmettre un bout de soi, c'est vraiment savoureux. Donc merci Alexia. Merci beaucoup Virginie. C'est un plaisir et je pense que la passion te va très bien parce que tu débordes. Enfin, tu vois, quand je te vois, je vois un gros cœur rouge derrière toi. Voilà. Ok, merci. Wow.
Merci à toi Estelle. Merci. Et merci Alain Christian. Je vais arrêter là parce que si j'en rajoute, je crois que... Virginie Merci. pleure pour les Merci, auditeurs. Virginie. Je ne vais pas continuer parce que si je le dis, Ouais, tu je me le diras en off. Je le dirai en off parce que ça sera autre chose. Mais merci beaucoup. En hein, tout cas, merci pour ce moment. Et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt. Ça y est, notre rencontre prend fin. Merci à tous mes invités d'avoir accepté mon invitation et d'avoir joué le jeu de la sincérité et de l'authenticité. Merci à vous d'avoir suivi nos échanges. J'espère que ce podcast, Passion sans modération, a nourri votre curiosité et qu'il vous a donné faim. J'ai aimé, en effet, mettre en lumière toutes les personnalités qui contribuent à faire de l'alimentation et de la gastronomie une pierre angulaire de notre beau pays et de notre art de vivre. Alors, on se donne rendez-vous au prochain épisode ? Pour prolonger l'expérience gourmande, retrouvez-moi et mon univers sur mon site communique-passion.fr. Créons-nous prochainement un rendez-vous dans votre cuisine pour un menu qui nous ressemble à l'occasion d'un événement qui vous rassemble. Vive le fait maison et vive la passion!